On va commencer par la situation dans les États latins d'Orient. Déjà, ça part mal pour eux. Vous vous souvenez de Zengi qui avait pris Édesse? Eh bien son fils, Noureddin, ajoute à son escarcelle Damas et l'Égypte, en plus de réduire définitivement à néant le comté d'Édesse. À sa mort, le gouverneur d'Égypte, un certain Saladin, écarte le jeune héritier de Noureddin et prend la succession. Les territoires musulmans sont désormais unifiés et dans les mains d'un homme expérimenté. En face, en 1186, Guy de Lusignan, un baron de Terre Sainte, monte sur le trône de Jérusalem. Mal accepté par les barons, il ne peut empêcher Renaud de Châtillon, le prince d'Antioche, de piller des caravanes allant à la Mecque. Fureur de Saladin et déclaration de guerre. Saladin envahit le royaume de Jérusalem, qui bat le rappel de tous ses chevaliers et soldats. Commandé par Lusignan et contre l'avis de certains barons, l'armée s'engage en plein désert, harcelée par les troupes de Saladin et rapidement à court d'eau, alors que l'armée ennemie barre la route vers l'oasis la plus proche. Les Francs passent la nuit dans le désert, et c'est épuisé qu'ils livrent bataille le lendemain. La bataille des Cornes de Hattin est un désastre pour les États latins. La plupart des 20 000 soldats de l'armée franque sont tués, et les grands barons capturés. Rien ne s'oppose alors à Saladin, qui prend possession de presque tout. Ne reste des États latins que Tyr, Tripoli, Antioche et le célèbre Krak des Chevaliers. C'est cette situation qui lance l'appel à la troisième croisade, qui sera nommée la croisade des rois. Mais laissons tout ça pour après, et revenons à la France que nous avions laissée à la mort de Louis VII. Elle est toujours morcelée en de nombreux territoires, avec au centre le domaine royal, terre que le roi dirige personnellement. Et puis, il ne faut pas oublier le duché d'Aquitaine, qui est toujours un gros morceau, et qui regroupe plusieurs comtés. À première vue, ça va, le roi de France n'est pas si mal. Mais il ne faut pas oublier de regarder qui tient ces différents territoires. La Normandie est dirigée par le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, assez normal depuis Guillaume le Conquérant. L'Anjou et le Maine, ils sont entre les mains du fils du dernier comte d'Anjou bien sûr, sauf que ce fils, c'est Henri II, le roi d'Angleterre. Et le duché d'Aquitaine, eh bien, il est la propriété de la duchesse Aliénor d'Aquitaine et de son mari, Henri II. Avec la Bretagne qui penche aussi du côté de Henri, on voit tout de suite le tableau différemment. Le roi de France a beau être le suzerain de toutes ces terres, il y en a un paquet qui sont aux mains d'un seul homme. Un vassal aussi puissant, c'est dangereux, même s'il dépend juridiquement du roi de France. C'est donc avec cette configuration de la France que Philippe II va commencer son règne. Des vassaux puissants, contrôlant de vastes territoires, et dont le plus important se trouve être lui aussi un roi. Seul fils de Louis VII, Philippe a été très tôt associé au pouvoir de son père pour le représenter et agir en son nom. Il n'a que 15 ans lors de la mort de Louis le Jeune et il est aussitôt déclaré roi, son sacre ayant, comme d'habitude, eu lieu du vivant de son père. Il épouse Isabelle de Hainaut, nièce du comte de Flandre, qui lui donne des prétentions territoriales de ce côté, notamment sur le Vermandois. Et son fils sera le futur Louis VIII. Après sa mort, c'est un peu compliqué. Il épouse Ingeburge de Danemark, la sœur du roi en place, puis essaye très vite de la répudier et se marie avec Agnès de Méranie, qui lui donne 3 enfants. Mais pour le pape, ça ne passe pas. Pour lui, Philippe est bigame. L'histoire traîne en longueur et finalement Agnès meurt, et Philippe redonne à Ingeburge sa place de reine. Le règne de Philippe II s'étale de 1180 à 1223. Son surnom d'Auguste, que lui a donné un chroniqueur de l'époque, a une double origine. Déjà, ce surnom fait référence au titre qu'on donnait aux empereurs romains ayant fait du très bon boulot. Et c'est vrai que Philippe est loin d'avoir chômé pendant son règne, on le verra. En plus, ça tombait bien, parce que Philippe était né en août. Donc pour un chroniqueur, c'est nickel comme surnom. Pas besoin de chercher plus loin. Contrairement à d'autres rois dont j'ai déjà pu parler, Philippe, vous le connaissez, au moins de nom. Quand on parle d'agrandissement du domaine royal ou de roi de France bien badass, bim, tout de suite en histoire, c'est Philippe et la bataille de Bouvines qu'on vous sort, avant de partir sur Saint-Louis puis de passer à la guerre de 100 ans. Il est donc assez gâté par l'histoire, et c'est vrai que c'est assez mérité quand on compare le pouvoir du roi et la taille de son domaine avant et après son règne. Si on cherche des personnalités qu'il a connues,
On peut mentionner Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, qui était son beau-frère, ou encore Frédéric Barberousse, l'un des empereurs du Saint-Empire le plus connu, que vous pouvez retrouver dans plusieurs jeux et dont le nom a été utilisé pour nommer l'offensive allemande contre l'URSS en 1941. Comme son père, Philippe est parti en croisade, la troisième cette fois, pour tenter de réparer la défaite franque de Hattin. On notera aussi que Philippe est le premier roi qui est assez sûr de son autorité pour ne pas sacrer son fils de son vivant. Le pari est réussi, puisqu'à sa mort, Louis VIII se fait sacrer roi le plus naturellement du monde. Le règne de Philippe commence tranquille, à essayer de consolider son pouvoir, d'intervenir dans les querelles des barons pour se poser en juge et à grappiller des prétentions territoriales pour accroître son domaine. En 1188, Richard Cœur de Lion, une fois n'est pas coutume en Angleterre, se rebelle contre son père, aidé par Philippe Auguste qui, en bon roi de France, ne perd jamais une occasion d'embêter le roi d'Angleterre en place. En 1189, Henri II meurt, Richard Cœur de Lion monte sur le trône et la croisade est lancée. Presque simultanément, les croisades françaises, anglaises et germaniques se lancent à l'aventure. Les croisés germaniques, très nombreux au départ, se dispersent lorsque Frédéric Barberousse se noie dans le Salef. Richard Cœur de Lion fait un détour par Chypre et en profite pour s'emparer de l'île. Au final, en 1190, les croisades françaises et anglaises et les restes de la croisade allemande se rejoignent devant la ville de Saint-Jean d'Acre, port extrêmement important, déjà assiégé par le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, depuis un bon bout de temps. Un peu moins d'un an après, la ville tombe. La besogne achevée, Philippe repart s'occuper de son royaume, laissant Richard Cœur de Lion s'escrimer avec Saladin et reprendre une bonne partie du littoral de Palestine. De retour en France, Philippe essaye de consolider ses positions au nord. D'abord, il traite avec la comtesse de Vermandois. À sa mort, le comté reviendra à Philippe. Ensuite, le comte de Flandre étant mort à Saint-Jean d'Acre, Philippe donne le comté au comte de Hainaut, moyennant argent et soutien. Du côté ouest, Philippe profite de l'absence de Richard Cœur de Lion, en croisade puis prisonnier, et reçoit l'hommage de Jean Santerre, le frère de Richard, qui aimerait de l'aide pour supplanter ce dernier sur le trône d'Angleterre. Finalement de retour, Richard entame contre Philippe une guerre d'escarmouches et de sièges entrecoupée de trêves. Cet état dure 5 ans, jusqu'à la mort de Richard au cours d'un siège, tué d'un carreau d'arbalète. Jean Santerre récupère alors la couronne et se brouille avec la Bretagne, dont le comte avait des droits sur la couronne anglaise. Après une pause, Philippe Auguste reprend les hostilités, et en 2 ans, il récupère toute la Normandie, qu'il incorpore au domaine royal. Quelques années après, la guerre est déclarée entre Philippe et le comte d'Auvergne, qui oscille trop entre Capétiens et Plantagenets au goût du roi de France. Le comté d'Auvergne est conquis. Au final, la montée de pouvoir de Philippe inquiète. Une coalition se forme, comprenant Jean Santerre, l'empereur Othon IV du Saint-Empire et le comte de Flandre lui-même. Après de nombreuses escarmouches au nord, c'est au milieu de l'année 1214 que tout se joue. Le 2 juillet, Jean Santerre, qui a débarqué à La Rochelle, fuit devant le futur Louis VIII à La Roche-aux-Moines, et le dimanche 27, près du village de Bouvines, Philippe Auguste met en déroute l'armée de l'empereur et du comte de Flandre. La coalition défaite, Philippe prend la province de l'Artois et Jean Santerre signe le traité de Chinon par lequel il abandonne toutes ses possessions françaises à Philippe, à l'exception des environs de Bordeaux qui deviennent le duché de Guyenne et qui restent le fief du roi d'Angleterre. Par la suite, Philippe profite de la croisade contre les Albigeois pour raffermir son autorité sur le puissant comté de Toulouse, récupère le Vermandois à la suite de la mort de la comtesse et regarde son fils tenter une expédition en Angleterre pour détrôner Jean Santerre. Une fois les grands féodaux maîtrisés, Philippe consolide son pouvoir sur ses territoires. Il met en place une administration constituée de gens qui lui sont tout dévoués, comme les baillis à qui il délègue son autorité sur une province. Administration qui lui permet de collecter l'impôt beaucoup plus efficacement. Il profite de ses rentrées d'argent pour construire des châteaux en pierre, bien comme on se les imagine, pour défendre le territoire, et il dote Paris de pavés et de nouveaux édifices, comme le château du Louvre. Enfin, sur le plan religieux, s'il n'entretient pas de très bonnes relations avec le pape, il limite son influence en se mettant les évêques dans la poche. Il réussit ainsi à s'imposer face à 2 puissances capables de lui opposer une résistance, les grands barreaux et la papauté.
Philippe II meurt le 14 juillet 1223 à l'âge de 58 ans.